La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Cette citation nous vient tout droit de Maître Yoda. Et oui, précisément dans l'épisode de Star Wars La menace fantôme. Bien loin de la guerre des étoiles qui se déroule en haut de tableau, Kevin Magnussen lui se trouve plutôt du côté obscur de la force, cette Formule 1 de fond de grille, celle dont on ne parle quasiment jamais. Pourtant, lors du Grand Prix de Miami, le pilote danois a réussi à attirer tous les projecteurs sur lui. Avec sa conduite agressive, ses multiples pénalités pour avoir ralenti Lewis Hamilton en course sprint, puis son crash avec Logan Sargent le dimanche, l'ami K-Mag a effectivement attiré la haine et la colère des fans et de ses collègues sur la grille. Son attitude a largement agacé en piste, mais pas uniquement. Son comportement a relancé le débat sur la sévérité des sanctions appliquées en piste. Certains, comme le patron de McLaren, Andrea Stella, ont même estimé que Magnussen méritait une suspension pour ses actions, qu'il qualifie de tactique stupide. Ici, il fait surtout référence à la course sprint, où il s'est donné corps et âme pour protéger la 7ème place de son coéquipier Nico Hülkenberg. Au-delà de la polémique, le Grand Prix de Miami a aussi mis en lumière la personnalité de Kevin Magnussen, lui qui est d'habitude si discret. On a découvert un pilote prêt à tout pour défendre les intérêts de son écurie, quitte à se faire détester par une grande partie du public. Une approche peut-être à contre-courant de ce qu'est la Formule 1 aujourd'hui, un sport où le moindre mot et comportement déplacé est scruté. Dans cette vidéo, j'ai envie de m'intéresser à son cas, parce qu'en l'espace de quelques courses, il est devenu le pilote que tout le monde semble adorer détester. Comment Kevin Magnussen s'est-il forgé cette image? Risque-t-il vraiment une suspension, comme le souhaite Andrea Stella? Alors que Nico Hülkenberg s'en va à l'issue de la saison, peut-il lui réussir à conserver son baquet? Beaucoup de questions auxquelles on va tenter de répondre dans cette vidéo, c'est parti. Pour commencer, j'aimerais revenir sur toutes les pénalités accordées à Magnussen à Miami, parce qu'il y en a un paquet. Lors de la course sprint, il cumule 35 secondes de pénalité pour manœuvre dangereuse. Il coupe la chicane au tour numéro 12, défend comme un malade sur Lewis Hamilton et Yuki Tsunoda, et à cause de tout ça, il termine 18ème de la course. De son propre aveu, toutes ces pénalités sont méritées. Il n'a pas du tout cherché à contester les décisions de la FIA, au contraire. Il estime que c'était la meilleure chose à faire pour que son écurie ramène des points à la maison, parce qu'à la régulière, ils ne peuvent pas jouer le top 8. C'est déjà miraculeux qu'Hülkenberg réussisse à marquer des points chaque week-end, et pour le coup, il doit une fière chandelle à son coéquipier. C'est une situation qui rappelle le Grand Prix d'Arabie Saoudite, quelques semaines auparavant. Souvenez-vous, Hülkenberg est allé glaner une 10ème place totalement inespérée, et son écurie a adopté exactement la même stratégie. Magnussen utilise tous les moyens possibles et imaginables pour ralentir ses concurrents derrière lui, quitte à se prendre 50 secondes de pénalité. Le plus important, c'est que son écurie marque des points, même s'il s'agit d'un seul. Kevin Magnussen se retrouve donc souvent dans un rôle ingrat. Peu importe la méthode, pour son équipe, l'essentiel c'est le résultat final. On a l'impression que même s'il devait l'envoyer en piste avec des pneus crevés, il le ferait si c'est pour sauver Hülkenberg. Alors la façon dont le traite son écurie est-elle injuste? À mon humble avis, non. Si c'est lui qui doit habituellement faire le sale boulot, c'est parce qu'il est le moins bon pilote des deux depuis 1 an et demi. Les rôles seraient inversés si Hülkenberg avait le même rendement. Là, ils mettent simplement le pilote qui a le plus de chances de marquer dans les meilleures dispositions. Généralement, c'est Hülkenberg, parce qu'il se qualifie plus haut que Magnussen sur la grille. Il a donc davantage d'opportunités de marquer des points. La question la plus intéressante dans ce débat, c'est si ce genre d'attitude a vraiment sa place en Formule 1. Beaucoup qualifient la conduite de Magnussen comme antisportive, et ça peut se comprendre. S'il est en piste uniquement pour se prendre des pénalités et protéger les fesses de son coéquipier, eh bien ce n'est pas franchement quelque chose de très réjouissant. Il faut d'abord se demander si la conduite de Magnussen est dangereuse. Dangereuse pour ses pairs, mais aussi pour lui et pour les spectateurs. Ce qui est sûr, c'est que certaines de ses manœuvres n'ont pas respecté le règlement, et les commissaires l'ont pénalisé en conséquence. On peut se demander si son comportement ne crée pas un précédent en termes d'éthique sportive. C'est ce qu'a déclaré Oscar Piastri en marge de la course sprint. Il estime que ce n'est pas normal qu'un pilote admette très ouvertement qu'il mérite ses pénalités, ou en d'autres termes, qu'il a conduit de manière dangereuse en connaissance de cause. Des pilotes peuvent se mettre en danger de manière accidentelle, ça arrive. Mais là, le fait qu'ils reconnaissent clairement qu'il est un danger pour les autres pilotes, eh bien c'est tout de même problématique. Il y a ici un débat qui touche à l'essence même de la compétition, à ce qu'est la Formule 1 finalement. Si tous les pilotes de la grille adoptaient ce comportement, la F1 deviendrait une sorte de jeu d'échecs vicieux, où il y a un numéro 1 qui pousse la monoplace à fond et un numéro 2 qui fait du sale derrière. Maintenant, on peut aussi voir ça autrement. Magnussen est allé à la limite de la limite, et Lewis Hamilton, pourtant l'une de ses victimes, reconnaissait qu'il a plutôt apprécié la façon dont les choses se sont déroulées avec lui. Pour lui, le sport automobile c'est aussi ça, défendre son bout de viande bec et ongle, à condition d'en accepter les conséquences réglementaires par la suite, ce qu'a fait Kevin Magnussen. Vous comprenez donc que le comportement de Magnussen soulève un débat particulièrement complexe. Certains salueront son esprit de sacrifice et sa détermination, quand d'autres doivent se demander comment ce pilote n'a pas encore reçu de suspension au vu de son attitude. Pour moi, le critère au-dessus de tout sera toujours la sécurité du pilote. La F1, comme toutes les disciplines mécaniques, est un sport fondamentalement dangereux. Lorsqu'un pilote prend des risques comme ça, eh bien ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de voir. Alors Magnussen pourrait-il être suspendu? Oui, c'est possible. En Formule 1, tous les pilotes disposent d'une super licence. C'est l'équivalent de votre permis de conduire si vous voulez. Il y a 12 points, mais ça vous permet de conduire des voitures légèrement plus rapides qu'une Fiat Punto ou que de votre bonne vieille 206 héritée de mamie. Tout comme dans la vie civile, si votre conduite ne respecte pas le règlement, vous pouvez perdre des points sur votre super licence.
Et Kevin Magnussen n'est pas loin de réussir un sacré exploit, puisqu'il a perdu 10 points sur 12 en l'espace de 6 grands prix. Dans l'ordre, 3 points de pénalité lui ont été attribués pour un accident avec Albon à Jeddah. Ensuite, il est jugé responsable de cet accident avec Tsunoda à Shanghai, synonyme de 2 points de pénalité. Lors de la course sprint à Miami, il reçoit 3 points de pénalité pour être sorti des limites de piste. Et enfin, sur ce même circuit, la FIA lui a donné 2 points supplémentaires pour son incident avec Sargent en course longue. Au total, ça fait 10 points, ce qui signifie qu'il n'est plus qu'à un seul incident de recevoir une suspension d'une course. Et ça va avoir de grosses conséquences sur son attitude en piste désormais. Les points de pénalité sur la super licence sont annulés au bout d'1 an. C'est-à-dire que Magnussen va rouler avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête jusqu'à la fin de la saison, parce qu'il va regagner des points à partir du 9 mars 2025 seulement. Il pourrait bien se retrouver suspendu pour une course, ce qui n'est pas l'idéal pour lui vu qu'il est en fin de contrat. Et évidemment, ça va l'obliger à faire très attention en piste, peut-être trop attention. Ça va le brider en quelque sorte, et ce n'est pas quelque chose de positif pour lui, ni pour son écurie d'ailleurs. L'attitude de Kevin Magnussen depuis le début de la saison soulève des questions. Si vous suivez la Formule 1 depuis quelques années, vous n'êtes tout de même sans doute pas surpris. Je me souviens d'un incident entre lui et Gasly en 2018 à Bakou, où Gasly l'a qualifié de pilote le plus dangereux qu'il n'ait jamais côtoyé. Son propre coéquipier l'a lui décrit comme le pilote le moins fair-play de la grille il y a quelques années, donc il n'en est pas à son premier coup d'essai. Mais pour moi, cette situation soulève un problème sous-jacent, quelque chose de bien plus profond. Si Magnussen se retrouve à utiliser ce genre de stratégie en course, c'est parce qu'il n'est pas au niveau espéré. Il n'aurait pas à se soucier de ça s'il réalisait les mêmes performances qu'Hülkenberg, et à mon sens, ça remet totalement en question son avenir dans le championnat. Magnussen est un vestige de Haas. Il a rejoint l'écurie en 2017, il a absolument tout connu là-bas. Beaucoup de déceptions, quelques performances solides, et un moment gravé dans l'histoire de la Formule 1, avec cette pole position presque irréelle décrochée au Brésil en 2022. On sait ce dont il est capable, et vu les options disponibles sur le marché, on pourrait être tenté de penser qu'il y a plus attractif que lui. Ce qui est probable, c'est qu'Ollie Berman prenne le baquet de Hülkenberg la saison prochaine. Ce n'est pas garanti à 100%, parce qu'il devra quand même réaliser un exercice solide en F2. Je doute que Fred Vasseur le fasse monter en F1 s'il fait n'importe quoi et termine 15ème du championnat, en pensant qu'il a déjà sa place chez Haas. Malgré tout, au vu de son potentiel affiché lorsqu'il a roulé avec Ferrari, c'est évident qu'il a toutes les cartes en main. En plus de ça, il disputera 6 séances d'essais libres avec Haas cette année, signe qu'il est le grandissime favori à la succession d'Hülkenberg. Le team principal de Haas, Ayao Komatsu, va devoir dessiner sa stratégie. Aussi talentueux que soit Ollie Berman, ce sera un rookie, avec les risques qui vont avec. En général, ça marque moins de points, ça provoque plus d'accidents, bref, ce n'est pas vraiment une valeur sûre comme peut l'être Hülkenberg. En conséquence, il va avoir besoin de quelqu'un avec un profil similaire pour accompagner le développement de la voiture, mais aussi Ollie Berman, parce que ce n'est pas un environnement facile pour un rookie. Komatsu a indiqué en interview que les 2 sièges chez Haas sont ouverts pour 2025, pour le moment. Il a admis à demi-mot qu'Ollie Berman est la priorité, mais qu'il doit s'illustrer davantage en Formule 2, parce que pour le moment, il pointe à la 19ème place du championnat. Un classement qui ne reflète pas ses qualités, bien évidemment. Il faut prendre en compte qu'il a raté tout le week-end à Jeddah. Pour l'autre baquet, Komatsu insiste sur le fait qu'il a besoin d'un pilote avec les mêmes caractéristiques que Nico Hülkenberg. Parmi celles-ci, il décrit une éthique de travail excellente, un retour technique et une expérience très utile pour les ingénieurs, et quelqu'un prêt à faire des heures sup avec les ingénieurs à l'usine. En 1 an et demi, Hülkenberg a prouvé être le benchmark, la référence de l'équipe. Et peut-on en dire autant de Kevin Magnussen? D'accord, il a le sens du sacrifice, il porte Haas dans son cœur, mais jusqu'à preuve du contraire, celui qui ramène les points, c'est Nico Hülkenberg. Pour toutes ces raisons, je pense que sa place dans l'équipe n'est pas totalement assurée. Dans une interview accordée à un média danois, il estime qu'il est en bonne position pour être présent dans l'équipe l'an prochain. Pour cette écurie, il faut aussi comprendre qu'il y a un gros facteur économique qui entre en compte. Magnussen est l'un des plus abordables sur la grille en termes de salaire. Des pilotes comme Bottas ou Ricciardo peuvent être 2 ou 3 fois plus chers. Pas sûr que Haas soit disposé à dépenser autant d'argent. La liste des postulants pour remplacer Magnussen n'est donc pas énorme. Bottas éventuellement s'il accepte de rouler pour moins d'argent, peut-être Yuki Tsunoda s'il n'entre plus dans les plans de Red Bull, on ne sait jamais, et pourquoi pas Guanyu. C'est une option crédible, parce qu'il a une valeur marchande très intéressante, comme vous le savez, et c'est un profil similaire à celui de Magnussen. Si jamais Gene Haas est intéressé par le marché chinois, je pense qu'il pourrait décider de l'enrôler, même si à mon sens, tu perds quand même en qualité par rapport à Hülkenberg. Kevin Magnussen va donc vivre des prochaines semaines intenses chez Haas. Il devra surtout être beaucoup plus attentif en piste, sous peine de subir une suspension d'une course. Haas aura besoin de lui pour ne pas se retrouver dernier au classement constructeur, comme l'an dernier. C'est bien parti, mais la saison est encore très longue. C'est terminé pour cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous attends en commentaire pour me donner votre avis sur le comportement de Magnussen cette saison. Est-ce que vous trouvez que c'est quelqu'un d'anti-sportif, ou alors une personne qui défend simplement ses intérêts? Moi je lirai tous vos commentaires très attentivement. Avant de se quitter, n'hésitez pas à vous abonner pour m'aider à atteindre les 100 000 abonnés le plus vite possible, et bien sûr à liker cette vidéo. Ça m'aide beaucoup en termes de référencement et de visibilité. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.